À 64 ans, j'ai découvert que la vengeance se mange froide, mais avec une pointe d'humour. Lorsque mon fils m'a appelé pour me dire qu'il envahissait ma ferme avec 12 personnes sans mon consentement, quelque chose en moi s'est brisé. Ce n'était pas de la colère, c'était de la libération. Vous n'imaginez pas ce que je vous ai préparé pour vous accueillir. Laissez-moi me présenter. Je suis Luya Brandao, la femme qui a travaillé toute sa vie dans l'industrie textile, montant une entreprise de toutes pièces après le décès de mon mari. Pendant 40 ans, me réveillant à 5 heures du matin, dormant après minuit, gérant fournisseurs, clients difficiles, employés, impôts et toute cette bureaucratie que seul un entrepreneur connaît. J'ai élevé mon fils seul pendant cette période, en donnant tout ce que je pouvais. Et c'était peut-être ma plus grosse erreur. Il y a 6 mois, j'ai décidé que c'en était assez. J'ai vendu l'entreprise à un prix équitable, pas exorbitant, mais suffisant pour me garantir le reste de ma vie dans le confort. Et que désirais-je le plus? La paix. Le silence. Se réveiller au chant des oiseaux plutôt qu'au rugissement des camions. Regarder le lever du soleil sans avoir à consulter ses emails. Humer l'odeur de l'herbe et de la terre humide plutôt que le parfum artificiel du bureau. C'est ainsi que j'ai découvert la ferme Recanto d'Assarara, à l'intérieur du Minas Gerais, près de Serranopoli. 200 hectares de verdure, une maison coloniale que j'ai rénovée avec amour, en préservant son essence historique, mais avec tout le confort dont mes os, déjà fatigués, avaient besoin. J'ai engagé Joachim comme contremaître, un homme de 72 ans qui connaît chaque recoin du terrain comme sa poche. Et aussi Martha Rezande, une femme dévouée de 45 ans, pour s'occuper de la maison et me tenir compagnie. Ils sont devenus ma famille d'adoption, ceux que nous rencontrons en chemin. Les premières semaines ont été une période d'adaptation. Même si j'aspire à la paix, 40 ans de routine trépidante ne disparaissent pas du jour au lendemain. Je me suis réveillée à 5 heures par habitude, sans réveil. Je me sentais perdue, ne sachant que faire de tout ce temps libre. J'ai commencé à explorer la ferme. J'ai découvert une cascade cachée parmi les arbres, que j'ai baptisée la cascade du silence. Là, assise sur les rochers, n'écoutant que l'eau, j'ai enfin compris ce qu'était la paix. Mon fils Marcelo, 42 ans, responsable marketing à Sao Paulo, m'appelait rarement « Maman, tout va bien dans ce coin perdu ». C'est ainsi qu'il qualifiait ma nouvelle vie, toujours avec ce ton de supériorité, comme si mon choix était un pas en arrière, une folie de vieille dame. Mais je savais ce qui se cachait derrière ce dédain. Il a toujours compté sur mon argent, ma disponibilité, ma maison dans la capitale comme une extension de la sienne. Il y a 8 mois, il a épousé Patricia Amboni, une influenceuse numérique de 38 ans qui se qualifie d'experte lifestyle. Je n'ai jamais vraiment compris ce que cela signifiait, mais je sais qu'elle passe ses journées à exhiber des vêtements coûteux, des lieux exclusifs et à donner des conseils pour être authentique. Tout en utilisant des filtres qui la transforment en quelqu'un d'autre. J'avoue que je ne l'ai jamais appréciée. Non pas à cause de ce qu'elle fait, mais à cause de la façon dont elle traite les gens autour d'elle, surtout les employés du restaurant et du magasin, et la mère de son mari. Leur première visite à la ferme, il y a 3 mois, a été un désastre. Patricia s'est plainte de la lenteur de la connexion Internet, de l'absence de climatisation dans toutes les pièces, des insectes, de la chaleur et de la nourriture trop simple. Elle a emporté 3 valises pour un week-end et ni est restée qu'une nuit, prétextant une urgence professionnelle que j'ai apprise plus tard sur les réseaux sociaux, l'ouverture d'une boutique de sacs à main importés. Marcelo, comme toujours, était à ses côtés. « Maman, il faut que tu modernises cet endroit. Personne ne supporte cette chaleur. Et cette cuisine traditionnelle ? Pourquoi n'engages-tu pas un chef ?» J'ai dégluti avec difficulté. Je me suis souvenu du nombre de fois où j'avais mangé le même riz et les mêmes haricots pendant des jours pour payer ses frais de scolarité, ses cours d'anglais, ses voyages de fin d'études. J'ai pris une grande inspiration et j'ai souri. Mon fils, la ferme est simple parce que je la veux ainsi. C'est mon paradis. Ils sont partis dimanche après-midi, et j'ai ressenti un tel soulagement que je me suis retrouvée à pleurer sur le porche en les regardant partir. Ce n'était pas de la tristesse, c'était une pure libération. Martha m'a apporté un café et s'est assise à côté de moi. « Donna Luya, vous êtes trop bien. Ce garçon n'apprécie rien de ce que vous faites. » Les semaines suivantes, j'ai repris ma routine tranquille. J'ai appris à faire du pain maison avec Martha. Monsieur Joachim m'a appris à monter à cheval. Oui, à 64 ans, je suis montée à cheval pour la première fois. Je suis tombée 2 fois, je me suis relevée 3 fois et j'ai commencé un petit jardin d'herbes aromatiques. J'ai lu 10 livres que j'avais sur ma liste depuis des années. Je regardais le coucher de soleil tous les jours depuis le Mirando Sossego, le point culminant de la ferme. La vie avait enfin la saveur que j'avais toujours désirée. Jusqu'à ce qu'un vendredi d'avril, mon téléphone sonne. C'était Marcelo. Généralement,
quand il appelle, c'est parce qu'il a besoin de quelque chose. D'argent, de conseils commerciaux, ou pour se plaindre. J'ai répondu, le cœur déjà lourd. Maman, comment vas-tu? Je t'appelle pour te dire que je vais à la ferme demain. Super, mon fils. Je vais préparer ta chambre et préparer ce ragoût de poulet que tu aimais tant quand tu étais enfant. Oh, ce n'est pas tout. J'emmène Patricia, bien sûr, et sa famille. Une famille? Combien de personnes? Il y eut un silence, comme s'il comptait mentalement. Bon, outre Patricia et moi, il y a Vitria, sa mère, ses enfants de son premier mariage, Julia et Lucas, son frère Claudio avec sa femme Vanessa, et son cousin Raphaël avec sa femme Christina. Oh, et 2 amis de Lucas qui passent le week-end avec lui. J'ai fait le calcul. 12 personnes. 12 personnes chez moi, sans y être invité. 12 personnes qui envahissent mon espace, ma paix, mon silence. J'avais le sang qui bouillonnait, mais je parlais calmement. Mon fils, la ferme n'est pas préparée à accueillir autant de monde. Je n'ai pas assez de chambres, ni assez de provisions. Non, c'est là qu'il m'a interrompu avec cette phrase qui a tout changé. Maman, j'arrive à la ferme avec ma femme et 10 membres de sa famille. Si ça ne te plaît pas, retourne en ville. Silence. Mon silence était si profond qu'il m'a demandé si j'étais toujours en ligne. Il digéra chaque mot, chaque intonation de cette phrase arrogante. À cet instant, quelque chose s'est brisé en moi. Ce n'était plus l'invasion elle-même qui comptait, mais des années et des années à être tenu pour acquis, à avoir mon espace, mon temps, mon argent, ma vie considérée comme sa propriété. D'accord, fiston. Je me suis tourné vers la ville. Puis il a semblé surpris par mon accord rapide. Peut-être s'attendait-il à la résistance habituelle, suivie de ma reddition, mais pas cette fois. Sérieux? Tu ne seras pas fâché? Non, fiston. C'est aussi ta maison. J'ai menti. À cet instant, j'ai décidé qu'il avait besoin d'une leçon de respect et de considération. Dès que j'eus raccroché, j'appelai Martha et Joachim sur le porche de la grande maison. Le soleil commençait à se coucher derrière les montagnes, teintant le ciel d'orange et de rose. Je m'assis dans le rocking chair, versai 3 verres de liqueur de jabuticaba que j'avais préparé moi-même et commençai à exposer mon plan. Au début, ils me regardèrent avec inquiétude. Puis, timidement, ils se mirent à sourire, et lorsque j'eus fini de leur expliquer, nous rîmes tous les 3 si fort que des larmes coulèrent sur nos joues. Le lendemain matin, je me réveillai tôt, comme d'habitude. Le soleil n'était pas encore tout à fait levé. Seule une lumière dorée commençait à apparaître derrière les montagnes qui entouraient ma ferme. Je bus mon café sur le porche, sentant la rosée encore fraîche sur les plantes et écoutant le chant des oiseaux qui donna son nom à la propriété. Recanto da Sarara n'était pas un nom que j'avais inventé. Il existait déjà, et j'avais décidé de le conserver par respect pour l'histoire du lieu. Et parce que, justement, nous avons des dizaines d'aras bleus et jaunes qui nichent dans les plus hauts arbres. En regardant l'un d'eux s'élever majestueusement dans le ciel illuminé, j'ai repensé à mon voyage là-bas. J'ai toujours été une citadine. Née à Belo Horizonte, j'ai grandi au milieu des immeubles, des klaxons et du rythme effréné que Sao Paulo allait plus tard intensifier. Quand j'ai épousé Roberto à 23 ans, j'imaginais une vie traditionnelle, peut-être quelques enfants, une maison avec jardin, des week-ends en famille. Il était comptable. Je possédais une petite boutique de vêtements héritée de ma mère, mais la vie est imprévisible. Roberto est mort d'une crise cardiaque foudroyante alors que Marcelo n'avait que 5 ans. Soudain, je me suis retrouvée seule avec un petit enfant et une boutique qui payait à peine les factures. C'est là que j'ai découvert une force en moi dont j'ignorais l'existence. J'ai transformé cette petite boutique en usine de vêtements. J'ai étudié la gestion d'entreprise au petit matin. J'ai frappé à des portes qui se sont fermées au nez parce que j'étais une femme et une veuve. Trop risqué, Donna Luia. Et si tu tombais malade? Qui s'occupe du garçon? Qui rembourse le prêt? Chaque « non » me renforçait. J'ai commencé à confectionner des uniformes pour de petites entreprises, puis des écoles, puis des chaînes de supermarchés. À 15 ans, Marcelo avait déjà une usine de 50 employés et 3 magasins. À ses 20 ans, nous avions déjà 200 employés et des contrats avec de grandes entreprises à travers le Brésil. Tandis que l'entreprise grandissait, je ralentissais le rythme, manquant les anniversaires de mon fils, les remises de diplômes, les matchs de foot, me justifiant toujours en disant que je construisais un avenir pour nous. Marcelo a grandi comme enfant unique d'une mère célibataire prospère, avec tout ce que l'argent pouvait acheter et peu de ce qui comptait vraiment. Le temps, la présence, les limites. Diplômé en marketing, il a travaillé pour des multinationales et est aujourd'hui directeur d'une grande agence. Je dois admettre qu'il est talentueux, mais il avait aussi toutes les portes ouvertes.
des écoles chères, des programmes d'échange, le réseau que je m'étais construit au fil des ans, et je l'ai offert sur un plateau d'argent. Je ne me suis jamais plaint. C'était mon fils unique. Je sentais que c'était mon devoir. Je soupirais en prenant une dernière gorgée de café, tandis que ses souvenirs défilaient comme un film dans ma tête. Le soleil avait déjà complètement masqué les montagnes. Il répandait maintenant une lumière chaude sur la vallée où se dresse Casa Grande, une bâtisse des années 1920 qui a conservé son charme colonial, avec ses larges couloirs, ses hauts plafonds, ses grandes fenêtres et sa véranda qui entoure la maison. Martha apparut, apportant du café et quelques parts de galettes de maïs. Elle souriait déjà. Une partie du plan que nous avions élaboré la veille. Donna Luia, j'ai déjà parlé à monsieur Joachim. Il prépare les chevaux. Je lui souris en retour, ressentant un mélange d'anxiété et d'une étrange joie rebelle que je n'avais pas ressentie depuis l'adolescence. Alors, commençons, Martha. Il ne nous reste que quelques heures avant leur arrivée. Nous sommes entrés ensemble dans la maison. Casa Grande compte 6 chambres, toutes décorées avec une touche à la fois rustique et élégante. Des lits en bois massif que j'ai fait fabriquer par un menuisier local, des matelas luxueux et confortables que j'ai apportés de la capitale, des draps en coton égyptien. Un luxe que je me suis permis, et des antiquités que j'ai collectionnées tout au long de ma vie. Les salles de bain sont modernes et fonctionnelles, conservant des éléments d'origine comme des lavabos en marbre et des miroirs anciens restaurés. Nous avons commencé à démonter tous les lits, empilant les matelas au milieu de chaque pièce. Nous avons retiré les draps propres, ne laissant que les alaises. Nous avons vidé les salles de bain de leurs serviettes, n'en laissant qu'une dans chaque salle de bain, la plus vieille et la plus défraîchie que nous ayons pu trouver. Nous avons débranché le Wi-Fi, cachant le routeur dans ma chambre, qui serait verrouillé. Au rez-de-chaussée, le salon principal est spacieux, avec des canapés en cuir que j'ai rapportés de chez moi à Sao Paulo, une table basse en bois rustique achetée à un artisan local et des tapis persans que j'ai collectionnés tout au long de ma vie. Au mur, des tableaux d'artistes brésiliens que j'ai toujours admirés. Dans un coin, un piano dont je n'ai pas encore appris à jouer, mais que je me suis promis de jouer dans cette nouvelle étape. Il y a aussi une salle à manger avec une table pour 12 convives. L'ironie ne m'a pas échappé sur le moment. Et une cuisine spacieuse et bien équipée avec un îlot central, où j'aime prendre le petit déjeuner quand il fait trop froid pour la véranda. Monsieur Joachim est arrivé vers 9 heures, accompagné de Mimoso, Estrella, Ventania, Trovao et Caramel, les 5 chevaux que nous gardons à la ferme. C'étaient des animaux dociles, habitués aux humains, utilisés pour de courtes promenades dans la propriété et pour les travaux quotidiens. Donna Luia, vous êtes sûr de cela? A-t-il demandé en se grattant la tête grise, l'air toujours amusé et inquiet. Absolumente, Joaquim. Il est temps que mon fils apprenne certaines leçons que je n'ai pas su lui donner quand j'aurais dû. Nous avons ensuite commencé à conduire les chevaux dans la grande maison. Le premier à entrer fut Mimoso, un cheval blanc au tempérament calme. Il hésita à l'entrée, ne comprenant pas ce que nous voulions, mais avec des carottes et des pommes, nous l'avons rapidement fait entrer. Les autres suivirent avec moins de résistance. Les animaux étaient d'abord agités, peu habitués au plancher en bois, qui faisait d'étranges bruits sous leurs sabots. Martha répandit du foin dans les coins pour les mettre à l'aise. Peu à peu, ils se détendirent et explorèrent leur nouvel environnement. Pendant ce temps, Joachim et moi allâmes à la piscine, une structure moderne que j'avais construite surplombant la vallée. Nous éteignîmes le système de filtration et ajoutâmes des feuilles sèches, de la terre et un peu de teinture naturelle que Joachim utilisait pour teindre le cuir. L'eau cristalline prit bientôt une teinte brun-vert peu engageante. Je retournai à la maison, où les chevaux étaient désormais plus à l'aise. Caramello, le plus jeune, avait renversé un vase de fleurs dans le salon et grignotait joyeusement les pâquerettes. Trovao, l'aîné, venait de déposer un cadeau odorant sur mon tapis persan préféré. Au lieu de me mettre en colère, j'ai éclaté de rire. Martha m'a regardé comme si j'avais perdu la tête. Madame Luia, ça vous va vraiment? Martha, ce tapis a coûté 30 000 réaux. Marcelo le sait, car il s'est plaint quand je l'ai acheté, disant que c'était du gaspillage. Maintenant, il va voir le vrai gaspillage, le manque de respect pour l'espace d'autrui. Nous avons continué les préparatifs. Nous avons éparpillé de la vieille literie dans les coins, comme si elle avait été utilisée et abandonnée. Nous avons laissé de la vaisselle sale dans l'évier, de la nourriture avariée dans le réfrigérateur. Nous avons disposé les lumières de la maison de manière irrégulière, certaines allumées, d'autres non. À midi, notre travail était presque terminé. La grande maison, autrefois impeccable, semblait maintenant avoir été abandonnée à la hâte et occupée par des envahisseurs sauvages. Les chevaux erraient librement, laissant des souvenirs dans leur sillage. L'odeur n'était plus agréable. C'est alors que j'ai eu l'idée finale.
J'ai demandé à monsieur Joachim d'installer une petite caméra de sécurité dissimulée dans le lustre ancien suspendu au plafond du salon. C'était une caméra que j'avais achetée pour surveiller l'entrée de la ferme, mais que je n'avais jamais installée. Il l'a installée et programmée pour qu'elle diffuse directement sur ma tablette. Il ne manque plus que le message, a dit Martha, qui a rapidement apporté du papier et un stylo. Je me suis assise sur la véranda, le seul endroit encore intact, et j'ai réfléchi attentivement à ce que j'allais écrire. Je ne voulais pas être cruelle, juste donner une leçon. Après quelques tentatives, j'ai écrit « Cher fils, tu m'as toujours appris que les familles doivent s'entraider. Puisque tu aimes la ferme, j'ai pensé qu'il était juste que tu participes aussi à son entretien. Le coût d'une journée de nettoyage est de 12 000 $. Si tu souhaites faire appel à l'entreprise de nettoyage, le numéro est ci-dessous, où tu peux économiser et nettoyer toi-même. Les outils sont dans le hangar à l'arrière. Bessus, Maman. PS. Je serai injoignable pendant 2 semaines en retraite de méditation. Profite bien de ton séjour. En dessous, j'ai écrit le numéro de portable de Martha, auquel elle a accepté de répondre comme s'il s'agissait de l'Impesa Express. J'ai glissé le mot dans une enveloppe et l'ai laissé sur la table basse du salon, entre 2 souvenirs frais d'étoiles et de tonnerre. Il était presque 13 heures quand nous avons terminé. J'ai regardé autour de moi le chaos organisé que nous avions créé et j'ai ressenti une pointe de culpabilité. Après tout, c'était ma maison, mon sanctuaire. Mais je me suis souvenu des paroles de Marcelo, si ça ne te plaît pas, retourne en ville. L'arrogance, le manque de considération, le traitement comme si j'étais jetable. Non, il avait besoin de cette leçon. Donna lui a, tout est prêt. Les chevaux ont assez de nourriture et d'eau pour être à l'aise jusqu'à demain. Quand reviendrons-nous les chercher? A demandé monsieur Joachim. Et j'ai mis de l'eau en bouteille et des encas dans le camion pour votre voyage, a ajouté Martha. Je les ai remerciés tous les deux, non seulement pour leur aide, mais aussi pour la loyauté et l'amitié dont ils m'avaient fait preuve ces derniers mois. Ils étaient plus comme une famille pour moi à ce moment-là que mon propre fils. J'ai pris une petite valise que j'avais préparée la veille avec des vêtements, des médicaments et des effets personnels pour quelques jours. J'ai fermé ma chambre à clé, la seule pièce encore intacte, et j'ai mis la clé dans ma poche. J'ai jeté un dernier coup d'œil à la maison, désormais occupée par 5 chevaux, qui semblaient curieusement ravis de leur nouvel environnement. « Allez, mon chou, ne monte pas sur le canapé. » ai-je crié au cheval blanc qui essayait de s'installer sur mon canapé en cuir italien. Il a henni comme s'il comprenait, mais a continué son exploration. Je suis monté dans mon camion, un Toyota Hilux que j'avais acheté à mon arrivée à la ferme. Un autre choc pour Marcelo, qui pensait que je devrais avoir une voiture de dame, comme une Corolla ou quelque chose du genre. J'ai démarré le moteur, et avant de partir, j'ai regardé Martha et monsieur Joachim qui me faisaient signe depuis le porche. « Prends bien soin de mes nouveaux locataires », ai-je crié en riant. « Et tiens-moi au courant. » J'ai parcouru les 12 kilomètres de l'Estradade à Esperança, le chemin de terre qui relie la ferme à la route principale. C'était une route bien entretenue, que j'avais gravillonnée lors de l'achat de la propriété, mais elle exigeait une conduite prudente, surtout dans les virages. En conduisant, mon cœur battait la chamade, un mélange de nervosité et d'excitation. J'étais en route pour la capitale, où mon ami Antonio Santos m'hébergeait quelques jours. Antonio, en plus d'être un ami de longue date, est mon avocat et c'est lui qui s'est occupé de toutes les formalités administratives lors de l'achat de la ferme. Il connaît bien l'histoire de Marcelo, et quand je l'ai appelé la veille pour lui expliquer le projet, il a ri si fort qu'il a failli s'étouffer. Lui tu as toujours été dur en affaires, mais je n'aurais jamais imaginé que tu ferais une chose pareille à ton propre fils, a-t-il dit en riant. Parfois, l'amour doit être dur, Antonio. Et c'est précisément parce que j'aime que je ne peux pas le laisser continuer ainsi, à traiter les gens comme des objets à ta disposition. Le trajet jusqu'à la capitale a duré environ 3 heures. J'ai passé mon temps à me remémorer des moments de l'enfance de Marcelo, quand il était un gentil garçon qui dessinait des cartes pour la fête des mères, quand il veillait tard le soir pour m'embrasser avant de se coucher, quand il pleurait sur mon épaule après avoir été largué pour la première fois par une fille à 13 ans. Où ai-je fait erreur? À quel moment est-il devenu cet adulte égocentrique qui traite sa propre mère comme une commodité? Peut-être était-ce lorsque j'ai commencé à compenser mon absence par des cadeaux coûteux, ou lorsque j'ai résolu tous ses problèmes par l'argent ou l'influence, au lieu de le laisser assumer les conséquences de ses actes. Peut-être était-ce lorsque je n'ai pas réussi à fixer des limites claires, de peur de perdre son amour, car nous passions si peu de temps ensemble. Ces réflexions m'ont accompagné jusqu'à l'entrée de la ville. La circulation était déjà dense, même si c'était samedi. J'avais oublié à quoi ressemblait la capitale, bruyante et chaotique. Après quelques minutes coincées dans les embouteillages, j'ai attrapé mon téléphone et l'ai éteint. Je ne voulais pas être joignable lorsque Marcelo découvrirait la surprise.
Je suis arrivée chez Antonio vers 17 heures. Il habite un appartement spacieux dans le quartier le plus verdoyant de la ville, avec un large balcon qui ressemble un peu à celui de ma ferme. C'est peut-être pour cela que je m'y suis toujours sentie si bien. Bienvenue, terroriste, a-t-il plaisanté en me saluant. Veux-tu un verre pour célébrer ta rébellion tardive? J'ai accepté un verre de vin et nous nous sommes assis sur le balcon. Le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel de la ville en orange entre les bâtiments. Ce n'était pas la vue du belvédère tranquille, mais cela avait son charme urbain. Alors, à quelle heure la suite royale arrivera-t-elle à la ferme? Antonio a demandé en se servant encore du vin. Marcelo a dit qu'il quitterait la capitale tôt aujourd'hui. Vu les arrêts qu'ils feront certainement en chemin, ils devraient arriver vers 16 ou 17 h. J'ai regardé ma montre. 17h20. En théorie, ils devraient déjà être arrivés. Comme si elle répondait à mes pensées, ma tablette a émis une alerte. C'était la caméra de sécurité qui détectait du mouvement à l'entrée de la ferme. Antonio et moi nous sommes approchés de l'écran avec anxiété. L'image montrait 3 voitures entrant dans la cour de Casagrande, la BMW de Marcelo devant, suivie d'une Jeep Compa que j'ai reconnue comme appartenant à Claudio, le beau-frère de Patricia. Et enfin, une Land Rover, qui appartenait probablement à Raphaël, le cousin. Des voitures importées pour une ferme avec un chemin de terre. C'est là que commence le bon sens, a commenté Antonio avec ironie. Nous les avons regardés se garer et commencer à décharger une quantité absurde de bagages. On aurait dit qu'il restait un mois, pas un week-end. Patricia, vêtue d'une robe légère totalement inadaptée à la campagne et de talons hauts, se plaignait déjà de quelque chose que nous n'entendions pas, gesticulant avec irritation en direction de la poussière soulevée par les voitures. « Votre belle-fille est vraiment un personnage », s'exclama Antonio en riant. « Belle-fille, si ça dépend de ce qui se passe aujourd'hui, » répondis-je, me surprenant moi-même par mon ton amer. Nous continuâmes d'observer le groupe s'approcher de la porte d'entrée. Marcelo avait la clé et la tourna dans la serrure, ouvrant la porte avec un sourire qui allait bientôt se transformer en surprise. Le moment où ils entrèrent et se retrouvèrent nez à nez avec les chevaux fut inestimable. La caméra ne capta pas le son, mais ce n'était pas nécessaire. Leurs expressions en disaient long. Patricia se plaqua les mains devant la bouche, horrifiée. Sa mère, Vitria, se mit à crier quelque chose en pointant le sol. Les jeunes hommes que je supposais être Julia et Lucas regardèrent, stupéfaits, leur téléphone déjà sorti, essayant probablement de capter Internet. Marcelo resta figé sur le seuil, tandis que les autres se pressaient derrière lui. Certains tentèrent d'entrer, d'autres reculèrent avec une expression de dégoût. C'est alors que Caramelo, le plus jeune et le plus joueur des chevaux, s'approcha joyeusement de Patricia, probablement attiré par quelque chose de brillant sur sa robe. Elle recula si vite qu'elle atterrit sur le porche, assise sur le porche. Antonio et moi ne pûmes nous empêcher de rire. On aurait dit une comédie muette, sauf que c'était réel, et que j'étais le réalisateur en coulisses. Finalement, Marcelo sembla sortir de sa transe et entra dans la maison, marchant prudemment parmi les cadeaux déposés par les chevaux. Le reste du groupe resta sur le porche, apparemment hésitant sur la conduite à tenir. Seul Claudio, le beau-frère au chômage, suivit Marcelo à l'intérieur. Nous regardâmes mon fils trouver l'enveloppe sur la table basse. Son visage, auparavant pâle de surprise, rougit de colère en lisant mon message. Il dit quelque chose à Claudio, qui prit le journal pour le lire aussi, puis me le rendit avec une expression qui semblait dire « On est foutu ». Marcelo sortit son portable de sa poche et commença à composer mon numéro, comme prévu. Sur ma tablette, je vis son expression devenir de plus en plus frustrée, tandis que l'appel tombait sur la messagerie. « Je crois que ton fils est un peu contrarié », commenta Antonio en se resservant du vin. Il vient de découvrir que même à 64 ans, tu es toujours plus intelligent que lui. Je souris, ressentant un étrange mélange de satisfaction et de léger remords. Mais je me souvins alors de l'arrogance de Marcelo, de la façon dont il traitait ma maison comme sa propriété, de son mépris insouciant pour mon espace et ma tranquillité. Parfois, on a besoin d'un choc pour se réveiller, dis-je en levant mon verre. Politesse tardive. Antonio leva le sien à son tour, et nous trinquâmes en regardant les calculs se dérouler sur la tablette. Patricia fit un geste furieux vers Marcelo, qui essayait encore de m'appeler. Les autres commençaient déjà à regagner leur voiture, visiblement peu disposés à passer une minute de plus dans cet environnement. C'était fait. La leçon avait été apprise. Il fallait maintenant attendre de voir si elle serait retenue. Je m'installai mieux sur le balcon de l'appartement d'Antonio, tenant la tablette à 2 mains pour ne manquer aucun détail de la scène. Le soleil se couchait déjà sur la capitale, mais à la ferme, il y avait encore assez de lumière pour voir clairement le désastre se dérouler dans mon salon. C'était comme regarder une émission de télé-réalité,
sauf que je connaissais tous les personnages par cœur. Vous voyez cette fille en chemisier à fleurs qui hurle sur Marcelo? C'est Vitria, la mère de Patricia. J'expliquais à Antonio, qui regardait avec moi, fasciné. Veuve depuis 10 ans, elle vit de la pension de son mari, mais se comporte comme si elle était l'héritière d'un empire. Dans la vidéo, Vitria gesticulait furieusement, tandis que Marcelo semblait tenter de la calmer. En arrière-plan, le délicat cheval blanc s'approchait du groupe avec curiosité, provoquant un mouvement de recul paniqué. Ce jeune homme essaie-t-il de faire fuir le cheval avec un magazine? Demanda Antonio. Ce doit être Lucas, le fils aîné de Patricia, issu de son premier mariage. Il a 23 ans et, à ma connaissance, il n'a pas encore terminé ses études. Il est en 6e année d'un programme de 4 ans. Pendant que nous parlions, le téléphone d'Antonio a sonné. Il a regardé l'écran et me l'a montré. C'était Marcelo. Il a dû se rappeler que nous sommes amis et que j'essaie de te joindre, dit Antonio. Dois-je répondre ou laisser tomber sur la messagerie? J'ai réfléchi un instant. Il répond, mais il ne veut pas me dire où je suis. Il dit qu'il a essayé de m'appeler plus tôt et qu'il n'a pas réussi à me joindre. Antonio hocha la tête et répondit en mettant le haut-parleur. Antonio, voici Marcelo Brandao, le fils de Luia. Bonjour, Marcelo. Comment vas-tu? Répondit Antonio avec un calme fin admirable. Non, ça ne va pas du tout. Sais-tu où est ma mère? J'essaie de la joindre depuis 1 heure. Je ne sais pas, Marcelo. Je l'ai appelée ce matin pour savoir comment ça se passait à la ferme, mais elle n'a pas répondu. Je pensais qu'elle était peut-être partie faire des courses à Serranopoli. Pourquoi? Quelque chose s'est-il passé? Un silence s'installa à l'autre bout du fil, comme si Marcelo hésitait à révéler ce qu'il allait bien pouvoir révéler. Antonio, elle est devenue folle. Je suis arrivé à la ferme avec ma famille, et la maison est un véritable désastre. Il y a des chevaux. Des chevaux qui errent dans le salon. Des excréments d'animaux partout. La piscine ressemble à un marécage. Antonio se couvrit la bouche pour ne pas rire. Mon Dieu, Marcelo, c'est terrible. Antie cambriole? Tu as déjà appelé la police? Non, on ne nous a pas cambriolés. C'est ma mère qui a fait le coup. Elle a laissé un mot disant que si on voulait nettoyer la maison, on devrait payer 12 000 $ ou le faire nous-mêmes. C'est bien ça, 12 000 $? Waouh, on dirait que ta mère exprime une certaine insatisfaction, a suggéré Antonio d'un ton neutre tandis que je me mordais la lèvre pour ne pas éclater de rire. Insatisfaction? C'est fou. Elle a toujours été autoritaire, mais là, elle est allée trop loin. Qu'est-ce que je vais faire de tous ces gens ici? Patricia est déjà en train de paniquer. Sa mère menace de porter plainte et il y a des chevaux dans le salon. C'est alors qu'on a entendu une voix féminine stridente en arrière-plan crier « Marcelo, ce cheval vient d'uriner dans ma valise. » Luive, je m'en vais. Antonio et moi avons échangé un regard et avons dû retenir un rire. Il a pris une grande inspiration avant de répondre. Marcelo, je pense que vous devriez partir et aller dans un hôtel à Serranopoli. Je vais essayer de joindre ta mère. Une fois sur place, je lui demande de te contacter. Un hôtel? Dans ce coin perdu. Antonio, tu ne comprends pas la gravité de la situation. C'est du terrorisme intérieur. Calme-toi, Marcelo. Je suis sûr qu'il y a une explication plausible. Ta mère a toujours été quelqu'un de raisonnable. Il a dû se passer quelque chose, oui. Elle a vieilli et est devenue folle. Écoute, si tu lui parles, dis-lui que ça ne restera pas comme ça. Je m'en vais maintenant, mais je reviendrai avec un avocat. C'est inacceptable. L'appel s'est terminé brusquement. Antonio a posé son téléphone sur la table, et nous avons enfin pu laisser libre cours à notre fou rire. Du terrorisme intérieur? Répétai-je entre 2 éclats de rire. Mon Dieu, se prend-il vraiment pour la victime dans toute cette histoire? Nous avons porté notre attention sur la tablette, où le groupe était déjà en pleine retraite. Nous pouvions voir Patricia traîner une valise à travers la cour, visiblement en train de se plaindre, tandis que les autres ramenaient leurs affaires à leur voiture. Marcelo fut le dernier à partir, fixant la maison d'un air incrédule. On les accompagne jusqu'à ce qu'ils quittent la propriété, suggéra Antonio. Pas besoin, répondis-je. La caméra ne montre que le salon et l'entrée, mais je peux appeler M. Joachim et lui demander de surveiller à distance. J'ai pris le 2e téléphone portable que je gardais pour les urgences et j'ai appelé le contremaître, qui a répondu à la première sonnerie. Madame Luia, vous n'allez pas croire ce qui s'est passé, dit-il en retenant difficilement son rire. Ils restèrent moins d'1 heure. L'homme en costume essaya même de convaincre les chevaux de partir avec des carottes du réfrigérateur,
mais le tonnerre était tu et ne bougea pas du piano. Nous avons ri ensemble tandis qu'il racontait d'autres détails cocasses de cette brève visite. Quand nous avons raccroché, nous étions plus calmes, mais la satisfaction demeurait. Et maintenant ? Demanda Antonio en me servant un autre verre de vin. Quelle est la prochaine étape de ton plan machiavélique ? Je bus une gorgée avant de répondre. Maintenant, j'attends. J'ai laissé Marcelo mijoter quelques jours, pensant avoir complètement perdu la tête. Lundi, Martha et Joachim nettoieront tout et ramèneront les chevaux à l'écurie. Et je ne serai de retour que mercredi ou jeudi, quand la ferme sera à nouveau impeccable. Et s'il débarque vraiment avec un avocat ? Je haussai les épaules. La ferme est à mon nom, achetée avec mon argent. Je n'y vois aucune objection. D'ailleurs, quel juge accepterait une affaire de terrorisme intérieur impliquant des chevaux et une note ironique ? Antonio leva son verre pour un toast silencieux, reconnaissant la logique de mon argument. Nous avons passé le reste de la soirée à parler du bon vieux temps, de l'époque où nous étions de jeunes cadres en pleine construction de carrière, des défis du vieillissement dans un monde qui ne valorise que la jeunesse, et de nos enfants. Antonio a 2 enfants, tous 2 vivant à l'étranger, qui lui rendent visite chaque semaine et 2 fois par an. Je n'ai réalisé ma fatigue qu'au moment où j'ai failli faire tomber mon verre de vin, submergé par le sommeil. Antonio m'a montré la chambre d'amis, et j'ai dormi comme si je n'avais pas dormi depuis des années. D'un sommeil profond et sans rêve, comme si j'avais enfin déposé un fardeau que je portais depuis longtemps. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec l'odeur du café frais. Antonio était déjà levé, préparant un petit déjeuner digne de n'importe quel hôtel de luxe. Fruits frais, pain varié, fromage, jus de fruits, œufs brouillés et, bien sûr, un café fort et parfumé, comme lui seul savait le faire. « Tu as bien dormi, vengeur masqué », a-t-il plaisanté tandis que j'étais assise à la table de la cuisine. Comme un roc, mieux que ces dernières semaines, pour être honnête. Ça doit être le poids de ta conscience qui s'enlève de tes épaules, a-t-il commenté en s'asseyant en face de moi. Ou peut-être est-ce simplement le plaisir de poser enfin des limites. Cette phrase m'a fait réfléchir tandis que je sirotais mon café, fixant des limites. Une chose que je n'avais jamais vraiment faite avec Marcelo depuis que nous étions seuls au monde. Peut-être par culpabilité, peut-être par peur de perdre ton amour, peut-être parce que j'étais trop occupée à bâtir un empire pour assurer ton avenir et que j'oubliais de forger ta personnalité. Tu sais, Antonio, tout a commencé par un coup de fil. Ai-je commenté en regardant par la fenêtre de la cuisine qui donnait sur le parc devant l'immeuble. Un simple coup de fil qui a fait déborder le vase. Le fameux appel du vendredi. Tu ne m'as toujours pas dit exactement ce qui t'a fait craquer. J'ai pris une grande inspiration, me souvenant du moment précis où j'avais décidé de donner une leçon à mon fils. C'était un vendredi après-midi tranquille. J'étais sur la véranda de Casagre, en train de lire un livre que j'avais repoussé pendant des années au cours de ma vie professionnelle. Le ciel était d'un bleu si particulier, comme on n'en voit qu'à la campagne, sans la pollution des grandes villes. Les aras volaient par paires, discutant dans leur propre langue. Martha venait de m'apporter une tisane de mélisse cueillie dans notre jardin d'herbes aromatiques. C'est alors que mon téléphone portable a sonné. J'ai vu le nom de Marcelo sur l'écran et j'ai ressenti ce pincement familier, un mélange de joie d'entendre mon fils et d'appréhension, sachant que ces appels signifiaient généralement qu'il avait besoin de quelque chose. « Salut, fiston » ai-je répondu en essayant de garder un ton léger. « Maman, comment vas-tu ? Je t'appelle pour te dire que je vais à la ferme demain. » Sa façon de dire « te tenir au courant », sans demander si tu peux venir ni vérifier si ça te convient, aurait dû être évidente. Mon premier avertissement, mais j'ai ravalé mon irritation. Content de la visite, même si elle n'était pas sollicitée. Super, fiston. Je vais préparer ta chambre et préparer ce ragoût de poulet que tu aimais enfant. C'est là qu'il a lâché la bombe. Oh, ce n'est pas tout. J'emmène Patricia, bien sûr, et sa famille. Quelque chose s'est figé en moi. Famille, combien de personnes ? Il y a eu un silence, comme s'il comptait mentalement ou se demandait s'il devait me donner le nombre exact. Bon, en plus de Patricia et moi, il y a Vitria, sa mère, ses enfants de son premier mariage, Julia et Lucas, son frère, Claudio, avec sa femme Vanessa, et son cousin Raphaël avec sa femme Christina. Oh, et 2 amis de Lucas qui passent le week-end. Avec lui. J'ai fait le calcul. 12 personnes envahissant ma maison sans y être invitées. 12 personnes utilisant mes serviettes, salissant ma cuisine, perturbant ma routine, ruinant ma tranquillité. Et pire encore, sans même demander s'ils pouvaient venir. Mon fils, la ferme n'est pas préparée pour autant de monde. Je n'ai pas assez de chambres, ni assez de nourriture en stock. C'est là qu'il m'a interrompu avec cette phrase qui m'a brisé le cœur. Maman, je viens à la ferme avec ma femme et 10 membres de sa famille.
Si ça ne te plaît pas, retourne en ville. Tom était comme quelqu'un qui donne des ordres à une bonne, pas comme un fils qui parle à sa mère. Il était arrogant, présomptueux, irrespectueux à tous les niveaux. À cet instant, toutes ces années de compromis, de tolérance à des comportements inappropriés, d'achat de son amour à coups de cadeaux et d'argent, tous les sacrifices que j'avais faits pour l'élever seul, tout a défilé devant mes yeux comme un film en accéléré. D'accord, fiston. Je me suis tournée vers la ville, puis j'ai répondu avec un calme que je n'avais jamais ressenti auparavant. Il a semblé surpris par mon accord rapide. Vraiment? Tu ne seras pas contrarié? Non, mon fils, c'est aussi ta maison. C'était le mensonge qu'il me fallait pour gagner du temps et préparer ma petite revanche. Dès que j'ai raccroché, je suis restée immobile quelques minutes, ressentant un mélange de colère, de douleur et, curieusement, une sorte de soulagement. C'était comme si... Cette phrase m'avait enfin donné la permission de faire quelque chose que j'aurais dû faire il y a des années, montrer à Marcelo que les actes ont des conséquences. J'ai appelé Martha sur le porche et lui ai raconté ce qui s'était passé. Elle, qui travaillait avec moi depuis près d'1 an et connaissait bien la dynamique entre Marcelo et moi, a secoué la tête avec indignation. Madame Luyat, pardonnez ma franchise, mais votre fils a besoin de limites. Il pense que tu n'es qu'un accessoire dans sa vie, quelqu'un qu'il peut utiliser et jeter à sa guise. Ces paroles, bien que dures, étaient vraies. Je lui ai demandé d'appeler Monsieur Joachim pour que nous puissions discuter. Pendant que nous attendions, j'ai commencé à élaborer un plan. Au début, ce n'était que des idées fugitives et décousues. Cacher les draps propres, couper l'eau chaude, simuler une infestation de rats. Mais ensuite, une idée plus audacieuse a commencé à germer. Lorsque Monsieur Joachim est arrivé, il était déjà tôt dans la soirée. Je lui ai servi du café couleur jabuticaba pour nous 3, et nous nous sommes assis sur la véranda. Les premières étoiles apparaissaient déjà dans le ciel, et le chant des grillons formait une symphonie naturelle en arrière-plan. J'ai un problème et j'ai besoin de votre aide. J'ai commencé à expliquer la situation. Martha et Joachim m'ont écouté attentivement, leur visage passant de l'indignation à la curiosité, tandis que je commençais à esquisser mon plan. Les chevaux? Dans la maison? Demanda Joachim, manquant de s'étouffer avec son alcool. Donna Luyat, êtes-vous absolument sûr? Répondis-je avec une fermeté que je n'avais pas ressentie depuis des années. Je veux que Marcelo comprenne que ma maison n'est pas un hôtel qu'il peut réserver pour ses amis sans ma permission. Je veux qu'il vive de près ce que c'est que de voir son espace envahi et bafoué. Et le désordre après, les dégâts? Demanda Martha, toujours pragmatique. Vous rangez tout après leur départ. Je paierai les heures supplémentaires, bien sûr, et tout dommage sera réparé ou remplacé. L'important, c'est la leçon. Nous avons discuté des détails pendant plus d'1 heure. Chaque élément du plan a été soigneusement étudié. Quels chevaux entreraient dans la maison? Les plus dociles? Comment la piscine serait-elle préparée? Où la caméra serait-elle installée? Le contenu exact du message sur le mot et le numéro de téléphone de l'entreprise de nettoyage? Demanda Joachim. C'est le vôtre, Martha? Respondicie. Si Marcelo appelle pour demander des informations sur le service, dites-lui que le prix est en réalité de 12 000 et que vous ne pouvez le voir que lundi. Martha rit, se laissant emporter par la plaisanterie. Je peux utiliser un accent différent? J'ai toujours voulu être actrice. Nous avons ri ensemble, ressentant cette complicité particulière qui naît lorsque des personnes se rassemblent pour une petite conspiration. Avant de nous dire au revoir ce soir-là, j'ai tenu à les remercier tous les deux. Je sais que cela dépasse vos fonctions habituelles. Merci de votre compréhension et de votre aide. Monsieur Joachim, homme de peu de mots, vous a salué avec respect. Madame Luyat, vous avez toujours été juste envers nous, et parfois un enfant a besoin d'apprendre à ses dépens. Martha a ajouté, ma mère disait que l'amour sans limite n'est pas de l'amour, c'est de la négligence. Cette phrase résonnait dans ma tête, tandis que je me préparais à aller me coucher. L'amour sans limite. N'était-ce pas exactement ce que j'avais fait avec Marcelo? Lui donner tout, exiger peu en retour, accepter des comportements qui me blessaient profondément juste pour éviter le conflit. Le lendemain matin, je me suis réveillée tôt, avant même le lever du soleil. Je me suis assise sur la véranda avec une tasse de café, regardant la brume recouvrir la vallée comme une douce couverture. J'ai ressenti une étrange paix, comme si j'étais enfin en train de faire quelque chose que j'aurais dû faire depuis longtemps. Je suis retournée au présent, dans la cuisine d'Antonio, réalisant que j'étais restée silencieuse un moment, perdue dans mes souvenirs. Tout va bien? A-t-il demandé avec inquiétude. Oui, je me souviens juste comment je suis arrivée ici. Ai-je répondu en reprenant mon petit déjeuner. Tu sais, Antonio,
Parfois je me demande si je ne suis pas trop dure, si cette leçon ne va pas éloigner Marcelo encore plus. Antonio a réfléchi un instant avant de répondre. Luia, je te connais depuis presque 40 ans. J'ai vu comment tu as tout sacrifié pour ton fils, comment tu as renoncé à des relations, à du temps pour toi, à des voyages que tu voulais faire, tout ça pour qu'il ait le meilleur. Et comme il te rendait l'appareil, te traitant comme une commodité, quelqu'un qui n'existe que pour lui. Il marqua une pause, prenant une gorgée de café. Il est peut-être trop tard pour changer complètement la dynamique entre vous, mais il n'est jamais trop tard pour fixer des limites et exiger le respect. Si cela éloigne Marcelo, c'est peut-être parce que votre relation a toujours été basée sur ce que vous pouviez donner, et non sur le véritable amour. Ces mots étaient durs, mais nécessaires. Et au fond de moi, je savais qu'ils étaient vrais. Alors, penses-tu que j'ai bien fait ? Demandai-je, cherchant encore une validation. Je pense que tu as fait ce qu'il fallait, et honnêtement, c'était beaucoup plus créatif et moins destructeur que ça aurait pu l'être. Il répondit avec un sourire. De plus, je pense qu'un peu d'humiliation est bénéfique pour le personnage de temps en temps, surtout pour quelqu'un qui n'a jamais eu à en subir les conséquences. Je souris, sentant le poids de la culpabilité s'alléger un peu. Ce dimanche-là serait consacré à l'attente, à la gestion des émotions, à la préparation de l'éventuelle confrontation avec mon fils, mais pour l'instant, j'étais en paix avec mes sentiments. Décision. Alors, que veux-tu faire aujourd'hui ? Demanda Antonio en commençant à débarrasser la vaisselle du petit déjeuner. On pourrait visiter l'exposition au musée central ou juste se promener dans le parc. En fait, j'aimerais faire quelque chose que je n'ai pas fait depuis longtemps, ai-je répondu. Je veux aller au cinéma, manger du pop-corn jusqu'à en être malade, et ensuite peut-être manger une glace comme une adolescente rebelle. Antônio riu. Écoute, la révolution ne fait que commencer, et c'est ainsi que s'est déroulé notre dimanche. Pas de souci pour la ferme, Marcelo, ni pour quoi que ce soit d'autre, si ce n'est profiter du moment présent. C'était un nouveau départ pour moi, non seulement pour fixer des limites avec mon fils, mais aussi pour redécouvrir qui j'étais, au-delà du rôle de mère, de femme d'affaires, au-delà de toutes les étiquettes que j'avais portées pendant tant d'années. L'appel de vendredi n'avait été que le catalyseur d'une transformation bien plus profonde, une transformation qu'à 64 ans, j'étais enfin prête à assumer. Le lundi se leva sous un ciel nuageux sur la capitale. Je regardais par la fenêtre de la chambre d'amis d'Antonio, observant les gens se presser en bas, tous en manteau, se rendant rapidement à leur rendez-vous. Le contraste était saisissant avec la vie tranquille que je m'étais choisie à la ferme. Ici, tout était pressé, klaxons retentissants, visages anonymes se regardant à peine. Mon portable était éteint depuis samedi. J'ai décidé qu'il était temps d'évaluer les dégâts. J'ai pris une grande inspiration et l'ai allumé, me préparant au déluge de notifications. Ça n'a même pas pris 5 secondes. 27 appels manqués de Marcelo, 12 de Patricia, 5 de numéros inconnus que je supposais être d'autres membres de l'entourage frustré, et 43 SMS. J'ai ouvert le premier message de Marcelo, envoyé samedi à 17h42. Maman, c'est quoi cette folie ? Appelle-moi d'urgence. Le deuxième à 18h15. C'est totalement inacceptable. Où es-tu ? Le troisième à 19h30. Maman, je suis inquiet. Ce n'est pas normal. Tu vas bien ? Tu es avec quelqu'un ? S'il te plaît, réponds. Il est intéressant de constater que l'inquiétude n'a fait surface qu'après la colère initiale. J'ai continué à lire les messages, qui ont progressivement changé de ton. Les derniers envoyés la veille avaient déjà adopté un ton plus conciliant. Maman, je comprends que tu sois contrariée, mais il faut qu'on parle comme des adultes. Appelle-moi quand tu pourras. Si c'est à cause de la visite surprise, je m'excuse, mais il y avait d'autres façons de le dire. Appelle-moi, s'il te plaît. Je ne répondais à aucun message. Ce n'était pas encore le bon moment. Je voulais que la leçon continue à mijoter un peu plus longtemps. Je suis descendue et j'ai trouvé Antonio en train de préparer le petit déjeuner. C'était un hôte impeccable, un atout que j'ai appris à apprécier énormément après des années à recevoir et à être reçu pour des raisons purement stratégiques tout au long de ma carrière. Alors, combien de menaces de déshérence as-tu reçues ? A-t-il plaisanté en me servant une tasse de café ? Étonnamment, aucune. On dirait qu'après la colère initiale, il commence à réfléchir, ou du moins fait semblant, pour me convaincre de revenir. Typique. Quand ils réalisent que la manipulation par la colère ne fonctionne pas, ils essaient la manipulation par la culpabilité, a commenté Antonio, assis en face de moi. Et quel est le programme pour aujourd'hui ? J'ai pris une gorgée de café avant de répondre. Je dois appeler monsieur Joachim pour prendre des nouvelles de la ferme. Et puis, je crois que je devrais m'acheter quelques trucs. Ça faisait longtemps que je n'avais pas eu ce luxe. Excellente idée.
Il y a un nouveau centre commercial à 2 rues d'ici. Je peux t'accompagner si tu veux. J'ai accepté l'invitation avec plaisir. Après le café, j'ai appelé Joachim avec mon téléphone portable de rechange. Il a répondu promptement, comme toujours. Bonjour, Madame Luyat. Comment allez-vous? Je vais bien, Joachim. Quoi de neuf? Comment vont nos invités à 4 pattes? Il a ri avant de répondre. Les chevaux se portent très bien, même trop bien. Ils ont l'air d'apprécier leur nouvel environnement. Le gentil dort sur le canapé du salon. Tu y crois? J'ai dû aller leur donner à manger et à boire. Et Tonnerre a découvert qu'il aimait le son du piano. Il n'arrête pas de taper du nez sur les touches. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire en imaginant la scène. Et des nouvelles de Marcelo et des autres? Aucun, Madame Luyat. Ils sont partis samedi et ne sont pas revenus. Martha a répondu à 2 appels du numéro que vous avez indiqué être celui de votre fils, se faisant passer pour l'entreprise de nettoyage. Elle a dit qu'elle ne pouvait envoyer l'équipe que mardi et a confirmé le prix de 12 000 réaux. Il a raccroché au nez à chaque fois. Super. Exactement comme prévu. Pouvez-vous commencer le ménage demain? Oui, madame. J'ai déjà engagé 2 personnes du coin pour les gros travaux. Mercredi après-midi, la maison sera comme neuve. Ne vous inquiétez pas. Je les ai remerciés et j'ai raccroché, ressentant un pincement de culpabilité pour le travail supplémentaire que je leur donnais, mais aussi une certaine satisfaction de voir que tout se déroulait comme prévu. Antonio et moi passerons la journée au centre commercial. C'était étrange de se retrouver dans un tel environnement après tant de temps passé dans la tranquillité de la ferme. Le bruit, les lumières, la musique d'ambiance, les gens qui s'agitaient. Tout cela me semblait excessif et un peu écrasant, mais il y avait aussi un certain plaisir à redécouvrir des choses simples, comme essayer des vêtements tranquillement, choisir un nouveau parfum, s'asseoir dans un café et regarder le monde passer. J'ai acheté quelques vêtements plus élégants que mes habituels vêtements de ferme. Non pas par nécessité, mais pour me rappeler que j'étais toujours cette femme d'affaires confiante, même si j'avais choisi un mode de vie plus simple. J'ai aussi acheté un chapeau de paille de meilleure qualité que mon ancien, usé, et une robe turquoise assortie à mes yeux. Ce qu'Antonio avait insisté pour que je fasse. Tard ce matin-là, pendant que nous prenions un café, j'ai décidé de consulter les réseaux sociaux. Une autre habitude que j'avais pratiquement abandonnée ces derniers mois, c'est quand j'ai vu que Patricia, ma belle-fille influenceuse, avait publié la veille une photo abordant indirectement l'incident. La photo la montrait dans un hôtel de luxe de la capitale, probablement là où il s'était rendu après avoir quitté la ferme, une coupe de champagne à la main et une expression faussement pensive. La légende disait, parfois, la vie nous réserve des surprises inattendues. L'important, c'est la façon dont on y réagit. Dans les dépassements, en famille, dans les écrits, dans la résilience. Dans les commentaires, certains ont demandé ce qui s'était passé, et elle a répondu vaguement à propos de problèmes familiaux et de situations toxiques, voulant clairement se faire passer pour la victime sans entrer dans des détails qui pourraient être gênants. Je l'ai montré à Antonio, qui a secoué la tête, incrédule. C'est incroyable comme certaines personnes peuvent transformer n'importe quelle situation en drame dont elles sont les protagonistes lésées. Le pire, c'est qu'elles séjournent probablement dans un hôtel 5 étoiles dont le prix de la journée est supérieur aux 12 000 $ de frais de ménage. Mais ce n'est pas grave, car ce n'est pas elle qui paie, c'est Marcelo, avec l'argent que je dépose encore chaque mois sur son compte, soi-disant pour déplacement. Cette prise de conscience m'a fait l'effet d'un coup de poing dans le ventre. Je subvenais encore aux besoins de mon fils de 42 ans, un cadre prospère qui gagnait un bon salaire. La ferme n'était pas le seul domaine de ma vie où je devais fixer des limites. Après le déjeuner, Antonio devait aller au bureau pour régler quelques affaires, et j'ai décidé d'aller me promener dans le parc devant son immeuble. Le temps était encore nuageux, mais agréable pour une promenade. Je me suis assis sur un banc au bord du lac artificiel, observant les canards et réfléchissant à la situation avec Marcelo. C'est alors que mon téléphone portable a sonné. C'était un numéro que je n'ai pas immédiatement reconnu. J'ai répondu prudemment. Bonjour, Madame Luyat. Ici Vitria, la mère de Patricia, ma belle-mère. Je ne m'attendais pas à ça. J'ai pris une grande inspiration avant de répondre, bonjour, Vitria. Comment puis-je vous aider? Vous savez très bien ce que c'est que de laisser des animaux en liberté dans la maison. Avez-vous idée des ennuis que vous avez causés? Ma fille est traumatisée. Elle a perdu une valise de luxe très chère et elle a été complètement ruinée. J'ai gardé une voix calme, contrastant avec son ton strident. Vitria, je crois qu'il y a eu un malentendu. Je suis simplement sortie de chez moi pour vous laisser un peu d'espace, comme mon fils l'a suggéré. S'il n'a pas vérifié l'état de la ferme avant d'inviter 12 personnes, c'est sa responsabilité, pas la mienne. Malentendu.
Vous avez laissé un mot demandant 12 000 $ pour le nettoyage de la maison. Est-ce de l'extorsion? Non, Vittoria. C'est le prix du marché pour nettoyer une propriété de cette taille, après que des chevaux y ont vécu un certain temps. Consultez une entreprise spécialisée. Il y eut un silence à l'autre bout du fil, comme si elle ne s'attendait pas à une réponse aussi directe et calme. Écoute. Je ne sais pas à quoi vous jouez, madame. Mais ma fille et mon gendre sont très contrariés. Patricia envisage même de publier l'information sur les réseaux sociaux. Elle a un demi-million d'abonnés, vous savez? C'était donc ça, une menace voilée d'exposition publique. J'ai souri intérieurement avant de répondre. Vitria, dis à ta fille qu'elle est entièrement libre de raconter à ses abonnés comment elle est arrivée sans prévenir chez sa belle-mère avec 10 membres de sa famille. Comment elle a dit au fils unique de sa belle-mère que si l'invasion ne lui plaisait pas, elle pouvait simplement retourner en ville. Et quelle horreur elle a eu de découvrir, surprise, que sa belle-mère était bel et bien revenue en ville et avait mis la maison à leur disposition, comme il l'avait suggéré. Je suis sûre que vos abonnés adoreront cette histoire de dépassement et de résilience. Un autre silence, plus long cette fois. Tu es folle, a-t-elle finalement dit, mais avec moins de conviction. Non, Vitria, je suis juste fatiguée. Fatiguée d'être traitée comme un complice dans la vie de mon fils et de ta fille. Maintenant, si tu veux bien m'excuser, j'ai d'autres engagements. Bonne journée. J'ai raccroché avant qu'elle puisse répondre. Mon cœur battait fort, mais pas de peur ni d'anxiété. C'était l'adrénaline de prendre enfin position, de défendre mon espace et ma dignité. C'était une sensation que j'avais presque oubliée, de l'époque où j'affrontais mes concurrents et négociais des contrats à plusieurs millions de dollars sans sourciller. Je suis rentrée chez Antonio, plus légère et plus déterminée. Lorsqu'il est rentré du bureau en fin d'après-midi, je lui ai parlé de l'appel de Vitria. « Et tu lui as vraiment raconté tout ça ?» a-t-il demandé, impressionné. Chaque mot. Et tu sais ce qui est le plus intéressant? Je ne me sentais pas coupable du tout. Au contraire, j'avais l'impression de retrouver une part de moi-même qui s'était endormie. Il a souri fierement. La Luia que je connaissais depuis 40 ans, celle qui n'avait pas peur d'affronter une salle pleine de cadres masculins et d'affirmer son opinion, était de retour. Nous avons dîné dans un restaurant du coin, parlant du bon vieux temps et faisant des projets. Il pensait à un voyage en Italie le mois suivant pour rendre visite à son plus jeune fils. Je pensais aux améliorations que je voulais apporter à la ferme, agrandir le jardin d'herbes aromatiques, construire une serre pour cultiver des légumes bio toute l'année, et pourquoi pas créer une petite entreprise locale de confiture artisanale. Mardi matin, je me suis réveillée tôt à nouveau. J'avais exceptionnellement bien dormi, sans les cauchemars récurrents que je faisais à la ferme, où je rêvais souvent d'être en retard à des réunions importantes ou d'oublier des détails cruciaux d'un contrat. J'ai appelé Monsieur Joachim pour voir où en était le nettoyage. Bonjour, Madame Luia. Ça bat son plein ici. Les chevaux sont déjà rentrés. Les écuries sont en bon état. Nous avons commencé à nettoyer le salon et la cuisine. Les gars du coin nous aident beaucoup. Martha supervise tout d'une main de fer. Super, Joaquim. Et Marcelo? Non, madame. Pas d'appel, pas de visite. Je l'ai remercié et j'ai raccroché, pensant qu'il était temps de passer à l'étape suivante. J'ai pris mon téléphone principal, et pour la première fois depuis samedi, j'ai répondu à un message de Marcelo. Je vais bien. Je serai de retour à la ferme jeudi. Si tu veux parler, on peut se voir là-bas en tête-à-tête. Simple, direct, sans chichi ni explication. J'ai verrouillé mon téléphone et l'ai posé sur la table de nuit, décidant de ne pas consulter les réponses pour l'instant. La balle était désormais dans son camp. J'ai passé le reste de la journée à aider Antonio à préparer ses documents pour son voyage en Italie. C'était agréable d'avoir une occupation pratique et de pouvoir le remercier pour son hospitalité. En fin d'après-midi, il m'a proposé d'aller à un concert de musique classique au théâtre municipal, un concert que j'adorais et que je n'avais pas fait depuis des années. Ce concert était ressourçant. La musique a toujours eu un effet quasi thérapeutique sur moi, surtout Mozart, le compositeur de la soirée. J'ai fermé les yeux pendant l'interprétation de Ein kleiner Musik, laissant les notes me transporter dans un lieu de pure beauté et d'harmonie. Mercredi, je me suis réveillée avec un sentiment d'urgence. Il était temps de préparer mon retour à la ferme. J'ai rappelé Joachim, qui m'a informé que le ménage était presque terminé. La maison était pratiquement comme avant, à l'exception de quelques dégâts mineurs nécessitant des réparations spécifiques. Un pied de piano cassé. Apparemment, le tonnerre était plus violent qu'il n'y paraissait. Des traces de sabots sur le parquet et le tapis perçant du salon, qui, malgré un nettoyage professionnel, gardaient des souvenirs, ou plutôt des souvenirs des chevaux. Ne t'inquiète pas, Joachim. Je m'occuperai des réparations à mon retour.
L'important est que ce soit habitable et relativement présentable. J'ai passé le reste de la matinée à faire les courses pour remettre la ferme en état. Antonio a insisté pour m'accompagner, m'aidant à choisir les meilleurs produits et à les porter. Les sacs. C'était un luxe d'avoir une compagnie masculine aussi attentionnée, quelque chose que je n'avais pas connu depuis la mort de Roberto. Cet après-midi-là, j'ai enfin vérifié les réponses de Marcelo à mon message. À ma grande surprise, il n'y en avait qu'une envoyée quelques minutes après la mienne. Je serai là. Merci d'avoir répondu. Pas de drame, pas d'accusation, juste une simple confirmation. Peut-être, juste peut-être, la leçon commençait elle à faire son chemin. Le jeudi matin, j'étais prête à retourner à la ferme. Antonio a insisté pour me conduire, même si j'avais mon camion. Je viens avec toi et je reviens en taxi. Je veux m'assurer que tu arrives bien et qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise. J'ai accepté son offre, touché par sa sincère sollicitude. Pendant les 3 heures de route jusqu'à la ferme, nous avons parlé de tout et de rien, comme le font les vieux amis. Il m'a parlé de ses projets de retraite. Il ne lui restait plus que 2 ans. De son désir d'écrire ses mémoires. À propos de la possibilité de passer de plus longs séjours en Italie avec son plus jeune fils. Et toi, Luia, que souhaites-tu vraiment pour les prochaines années ? Demanda-t-il. Gardant la route des yeux, je regardais par la fenêtre, observant le paysage se métamorphoser progressivement, passant de l'urbain à la campagne, les bâtiments laissant place à des champs et des montagnes au loin. Je veux la paix, Antonio, mais pas la paix passive de quelqu'un qui accepte simplement ce que la vie nous réserve. Je veux la paix active de quelqu'un qui fait des choix conscients, qui fixe des limites saines, qui vit avec un but. Il acquiesça d'un signe de tête compréhensif. Et avec Marcelo, qu'attends-tu de cette rencontre d'aujourd'hui ? Je soupirai, réfléchissant longuement avant de répondre, je ne m'attends pas à des miracles. Je sais que nous ne résoudrons pas des décennies de schémas dysfonctionnels en une seule conversation, mais j'espère vraiment semer le changement. Je veux qu'il commence à me voir comme une personne, et non comme une extension de lui-même ou une ressource à exploiter. Et s'il n'est pas prêt pour ce changement, alors je devrais l'accepter aussi et fixer mes limites quand même si cela implique de le voir moins souvent. Antonio sourit et me serra légèrement la main, posée entre les sièges. Tu as toujours été la personne la plus forte que je connaisse, Luia, même quand je pensais le contraire. Nous arrivâmes à la ferme peu après midi. Le chemin de l'espoir était un peu boueux à cause d'une pluie récente, mais parfaitement praticable. Lorsque le portail apparut, j'éprouvai ce sentiment familier de retour à la maison, d'appartenance. Martha et Joachim nous attendaient sur le porche de Casagre. Leurs visages affichaient de larges sourires et une certaine familiarité qui me fit sourire aussi. Bon retour, donna Luia. S'exclama Martha en descendant les marches pour m'aider à porter les sacs. La maison est prête, elle t'attend, et les chevaux te regrettent, ajouta M. Joachim avec un sourire malicieux, surtout Mimoso. Je crois qu'il appréciait le confort du canapé du salon. Nous avons ri ensemble en entrant. L'intérieur était impeccable, sentant le citron et le romarin, le mélange que Martha utilisait pour nettoyer le parquet. Aucune trace des invités équins, à l'exception de quelques marques discrètes sur les boiseries que seul quelqu'un qui connaissait bien la maison remarquerait. Vous avez fait un travail incroyable. Ai-je félicité, sincèrement impressionné. Merci infiniment pour tout. Vous avez contribué à cette leçon instructive. Martha Surat Fairmont. C'était un plaisir, Madame Luia. Votre fils avait vraiment besoin d'apprendre à ne pas traiter une mère comme ça. Antonio, qui avait observé l'échange avec intérêt, demanda « À quelle heure Marcelo doit-il arriver ?» Je jetai un coup d'œil à l'horloge. Il était 12h45. Il ne précisa pas, mais j'imagine qu'il arrivera en fin d'après-midi, après le travail. Alors, on a le temps de déjeuner tranquillement, conclut Antonio. Et si on cuisinait quelque chose ensemble ? Nous apportâmes des provisions fraîches de la ville. L'idée fut accueillie avec enthousiasme. Nous sommes allés tous les 4 à la cuisine, et de manière presque thérapeutique, avons préparé un déjeuner simple mais délicieux. Une salade fraîche du jardin, du riz complet aux légumes et un poulet rôti aux herbes que Martha maîtrisait comme personne. Tandis que nous mangions sur la terrasse avec vue sur la vallée et les montagnes en arrière-plan, j'ai ressenti une profonde gratitude pour ce moment, pour ces personnes, pour ce lieu. Quoi qu'il advienne de Marcelo par la suite, j'avais construit quelque chose de précieux ici, pas seulement une maison, mais un foyer, avec des gens qui se souciaient vraiment de moi. Après le déjeuner, Antonio m'a dit au revoir, promettant de me rappeler plus tard pour savoir comment s'était passée la rencontre avec Marcelo. Martha et Joachim sont également rentrés chez eux, me laissant seule pour préparer la conversation à venir. J'ai pris une longue douche, enfilé une des nouvelles tenues que j'avais achetées en ville, un pantalon en lin léger et un chemisier turquoise, et attaché mes cheveux gris en chignon.
Un chignon simple mais élégant. Je voulais me sentir confiante et sereine pour cette rencontre. Vers 17 heures, j'entendis le bruit d'une voiture qui approchait. Mon cœur s'emballa légèrement, mais je pris une grande inspiration, me rappelant mon objectif. C'était l'heure de vérité, le moment de redéfinir ma relation avec mon fils. Je me rendis sur le porche pour attendre son arrivée, étrangement calme. Le soleil commençait à se coucher derrière les montagnes, teintant le ciel d'orange et de rose, une toile de fond parfaite pour ce qui serait, je l'espérais, un nouveau départ. La BMW noire de Marcelo remontait lentement l'allée de gravier, soulevant un petit nuage de poussière dorée illuminé par le soleil. Mon fils a toujours aimé faire des entrées spectaculaires depuis son enfance. Je me souvenais de son insistance à arriver le dernier aux anniversaires de ses camarades pour que tout le monde le remarque. Certaines choses ne changent jamais. Je restais assise dans le rocking chair du Porsche, les mains posées paisiblement sur mes genoux. Je décidai de ne pas aller le rencontrer. Cette conversation se déroulerait selon mes conditions, sur mon territoire. La voiture. La voiture s'arrêta et le moteur se tut. Marcelo resta quelques secondes dans la voiture, rassemblant probablement son courage ou répétant mentalement ce qu'il allait dire. Finalement, la portière s'ouvrit et il en sortit seul. Bon signe. Il portait un costume bleu marine impeccablement coupé, sans cravate, sa chemise blanche ouverte jusqu'au bouton du haut, toujours si soucieux de son apparence, même pour une visite à la ferme. Je le regardais fermer la portière et regarder autour de lui, comme s'il cherchait des traces des événements du week-end. Nos regards se croisèrent et, l'espace d'un instant, je lus dans ses yeux quelque chose que je ne parvins pas à déchiffrer. Un mélange d'appréhension, de confusion et peut-être, juste peut-être, une lueur de regret. « Salut, maman », dit-il en s'avançant vers moi. Sa voix était plus retenue que d'habitude, dénuée de son assurance habituelle. « Salut, Marcelo », répondis-je en désignant la chaise à côté de moi. « Assieds-toi », s'exécuta-t-il. Un événement rare. Normalement, il aurait fait une remarque sur le fait qu'il préférait rester debout ou que la chaise était poussiéreuse, mais cette fois, il s'est simplement assis et est resté silencieux quelques instants, contemplant le coucher de soleil qui colorait le ciel au-dessus de la ferme Recanto da Sarara. « C'est une belle nuit », ai-je commenté avec désinvolture, comme si notre dernier contact n'avait pas été une série de textos furieux suite à un incident impliquant des chevaux dans le salon. « Oui », a-t-il répondu en s'éclaircissant légèrement la gorge. « Maman, à propos du week-end », ai-je doucement levé la main pour l'interrompre. « Prenons d'abord un café. La conversation sera longue, et je préfère être à l'aise. » Sans attendre de réponse, je me suis levée et suis entrée dans la maison. Après un instant d'hésitation, j'ai entendu ses pas me suivre. Dans la cuisine, j'ai préparé la cafetière italienne que j'avais apportée de Sao Paulo lors de mon déménagement, l'un des rares objets auxquels je suis attachée. Le rituel du café m'a toujours apaisée, même lors des journées les plus stressantes de la gestion de l'entreprise. La maison est impeccable, commenta Marcelo en regardant autour de lui avec une surprise évidente. On dirait que 5 chevaux n'ont pas passé un week-end ici, non ? Ajoutai-je en m'autorisant un petit sourire. Martha et Joachim sont très efficaces. Il y a eu quelques dégâts, bien sûr. Le tapis persan du salon avait besoin d'être remplacé. Et un pied du piano s'est cassé. Apparemment, Trovao est un mélomane aux sabots très lourds. Marcelo me regarda, essayant visiblement de déchiffrer mon humeur. « Maman, tu as vraiment laissé entrer des chevaux dans la maison ?» Je posai exprès 2 tasses de café sur la table de la cuisine et m'assis, lui faisant signe de faire de même. « Oui », répondis-je simplement en le regardant délibérément dans les yeux. « Mais pourquoi ? C'est fou », suggérai-je en buvant une gorgée de café. « Bizarre, extrême, peut-être. Mais tu sais ce qui est aussi extrême, Marcelo ? Appelle ta mère de 64 ans et dis-lui que tu invites 12 personnes chez elle sans invitation en bonne et due forme. Et ajoute que si ça ne lui plaît pas, elle n'a qu'à rentrer. » Il détourna le regard, le visage rouge de gêne. « Je ne voulais pas dire ça comme ça. Comment le voulais-tu alors ? Explique-moi. » Marcelo remua son café inutilement, une habitude nerveuse qu'il avait depuis l'adolescence. « Je pensais juste que tu serais content de nous avoir, que tu apprécierais notre compagnie. 12 personnes, ce n'est pas de la compagnie, Marcelo. 12 personnes, c'est une invasion, surtout quand 9 d'entre elles me sont pratiquement inconnues. C'est la famille de Patricia, protesta-t-il faiblement. Oui, et je suis sûre que ce sont des gens charmants, mais c'est chez moi, pas un hôtel familial gratuit. Tu ne m'as pas consulté, tu ne m'as pas demandé si ce serait pratique, tu n'as pas envisagé un seul instant que j'ai d'autres projets ou que je ne veuille tout simplement pas transformer mon espace en caserne pour une petite armée. » Il ouvrit la bouche pour répondre, mais la referma, apparemment à bout de nerfs. Au bout d'un moment, il demanda doucement,
tu avais tout prévu? Les chevaux, la piscine sale, le message? Oui, ai-je admis sans détour. C'était soigneusement planifié. Mais pourquoi? On aurait pu parler. Je reposai ma tasse avec un peu plus de force que nécessaire. On a parlé, Marcelo, on parle depuis des années et tu n'écoutes jamais. Ça a toujours été comme ça. Je parle, tu es d'accord, et ensuite tu fais exactement ce que tu veux. Il fallait que je crée une situation que tu ne puisses pas ignorer. Un lourd silence s'installa entre nous. Dehors, le ciel se teintait maintenant de violet et de bleu profond. Les premières étoiles commençaient à apparaître. Sais-tu combien coûte la valise de Patricia qui a été abîmée? Demanda-t-il finalement d'un ton légèrement accusateur. Je haussai un sourcil. Je n'en ai aucune idée, mais je suis sûre que c'est moins cher que ce que coûterait la rénovation de cette maison si je te laissais continuer à la traiter comme un espace public sans règles ni limites. 8 000 $, dit-il, comme si la somme justifiait son indignation. Interessant, répondit calmement. Et combien coûte le tapis persan du salon qui a été abîmé? Celui dont tu disais qu'il était un gaspillage d'argent quand je l'ai acheté? Je ne sais pas, murmura-t-il. 30 000 $. Et sais-tu ce que vaut le respect, Marcelo? Le respect de l'espace d'autrui, de son intimité, de son autonomie? Ça n'a pas de prix. Un nouveau silence s'installa entre nous, plus pesant que le précédent. Marcelo semblait vraiment mal à l'aise, se tortillant sur sa chaise, évitant mon regard. Patricia est furieuse, finit-il par dire. Sa mère aussi. Ils ont même menacé de porter plainte. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire un peu. Pour quelle raison exactement? Parce que j'ai quitté ma maison, comme vous l'avez suggéré, parce que j'ai laissé mes propres animaux sur ma propriété. Je serais heureux de discuter avec n'importe quel juge. On n'en arrivera pas là, s'est-il empressé de dire. Je les convainquais d'abandonner l'idée. Tant mieux. Ce serait une affaire intéressante, c'est le moins qu'on puisse dire. Une famille s'introduit par effraction chez une femme et est indignée de découvrir des conditions de vie inadmissibles. Ce serait un excellent argument pour les étudiants en droit. Je me suis levée et suis allée au réfrigérateur, j'ai pris un pichet de jus d'orange maison que Martha avait préparé. J'ai versé 2 verres et je suis retournée à table. Marcelo, je n'ai pas fait ça pour vous humilier, vous ou votre femme. Je l'ai fait parce que je voulais que vous compreniez une fois pour toutes que je ne suis pas complice de votre vie. Je suis une personne avec des droits, des limites et de la dignité. Il but une gorgée de jus, semblant réfléchir à mes paroles. Je ne t'ai jamais considéré comme un complice, protesta-t-il, mais avec moins de conviction. Non. Alors pourquoi agis-tu comme si mon temps, mon espace et mes ressources étaient toujours à ta disposition? Pourquoi penses-tu que je peux réorganiser ma vie pour m'adapter à tes plans de dernière minute? Pourquoi penses-tu pouvoir me dire de retourner en ville si je n'aime pas l'invasion que tu as planifiée? Marcelo resta silencieux un long moment, et je vis sur son visage qu'il réfléchissait sérieusement à mes questions. Finalement, il dit doucement, « J'imagine que ça a toujours été comme ça, non? Depuis la mort de papa, tu as toujours été là, à tout résoudre, disponible pour tout. » Oui, j'étais d'accord. Je l'étais parce que tu étais enfant et que tu avais besoin de moi. Mais tu as 42 ans maintenant, Marcelo. Une carrière, une femme, une vie à toi. Et j'ai le mien aussi. Je me suis levée et me suis dirigée vers la fenêtre de la cuisine, observant l'obscurité qui enveloppait désormais la ferme, ponctuée seulement par les douces lumières du jardin qui s'allumaient automatiquement au crépuscule. À la mort de ton père, je me suis promis que tu ne manquerais de rien, que tu aurais toutes les chances, tout le confort, tout le soutien. J'ai travaillé sans relâche pour cela. J'ai sacrifié des relations, du temps, ma santé. Je me suis tournée vers lui, mais je crois avoir commis une grave erreur. Quelle erreur? Demanda-t-il, l'air sincèrement curieux. J'ai oublié de t'apprendre que le monde ne tourne pas autour de toi, que les autres ont des besoins, des désirs et des limites qu'il faut respecter. Que l'amour ne signifie pas une soumission inconditionnelle. Marcelo baissa les yeux vers la table, visiblement affecté par mes paroles. Lorsqu'il reprit la parole, sa voix était étranglée. Je n'aurais jamais cru être aussi égoïste. Je ne te traite pas d'égoïste, mon fils. Je dis simplement que nous avons créé ensemble un schéma dysfonctionnel. Moi qui cède et compense toujours. Toi qui attends et suppose toujours. Et maintenant, je brise ce schéma. Je suis retournée à table et me suis rassasiée, prenant cette fois ses mains dans les miennes. Un geste d'affection que nous n'avions pas partagé depuis des années. Marcelo, je t'aime. Tu es mon fils unique, ma plus grande fierté. Mais notre relation doit changer. Elle doit être fondée sur le respect mutuel, et non sur des attentes unilatérales. Il m'a serré légèrement les mains, les larmes aux yeux. Je suis désolée, maman, pour le week-end,
pour l'appel, pour tout. Tu as raison. Je ne pensais pas à toi, seulement à ce qui serait pratique pour Patricia et moi. C'était la première fois depuis longtemps que je voyais mon fils vraiment vulnérable, sans la façade d'assurance et de contrôle qu'il affichait habituellement. J'ai senti mon cœur s'adoucir, mais je suis restée ferme dans ma résolution. J'accepte tes excuses, mais les actes sont plus importants que les paroles. Je veux établir des règles de base pour nos futures interactions. Il a senti sa sincère volonté d'écouter. D'abord, c'est chez moi. Tu es toujours le bienvenu ici, mais sur préavis et de préférence juste toi et Patricia, pas toute sa famille. Deuxièmement, quand tu es ici, respecte mon espace et mes règles. Troisièmement, ne présume pas que je peux réorganiser ma vie pour m'adapter à tes projets de dernière minute. Marcelo écoutait attentivement, chose rare. Normalement, il aurait consulté son téléphone ou montré des signes d'impatience. Et il y a encore une chose, ajoutai-je, décidant d'aborder un autre sujet tabou. À partir du mois prochain, il n'y aura plus de dépôt mensuel sur ton compte. Ses yeux s'écarquillèrent. Mais maman, cet argent est destiné à des investissements, à notre avenir. Marcelo, tu gagnes largement assez en tant que directeur marketing. Patricia a une carrière d'influenceuse. Tu vis dans un appartement que j'ai acheté et transféré à ton nom. Tu as 2 voitures de luxe et tu fais 3 voyages internationaux par an. Tu n'as pas besoin de mon argent. Il ouvrit la bouche pour protester, mais la referma, semblant reconnaître la vérité dans mes paroles. Si tu as vraiment besoin d'aide, je serai là. Mais l'aide financière habituelle prend fin maintenant. Il est temps pour toi de vivre complètement seul. Il y eut un moment de tension, et je vis des émotions se dessiner sur le visage de Marcelo. Surprise, indignation, inquiétude, et finalement, une sorte de résignation. D'accord, dit-il finalement. Tu as raison. On n'a pas besoin de cet argent. C'est juste que ça a toujours été comme ça. Exactement. Ça a toujours été comme ça, mais ça ne doit pas être comme ça. Tu es un homme adulte, tu as réussi, tu es parfaitement capable de subvenir à tes besoins. Il hocha lentement la tête, semblant assimiler cette nouvelle réalité. Nous restâmes assis en silence quelques minutes, sirotant simplement notre café et notre jus de fruits, chacun perdu dans ses pensées. « Et Patricia » demanda-t-il finalement. Elle est encore très bouleversée. Je ne sais pas si elle voudra revenir ici de sitôt. Je haussai légèrement les épaules. C'est à elle de voir. La porte est ouverte tant qu'elle vient avec respect. Quant à la valise, eh bien, les accidents arrivent. Je vais lui en acheter une autre, dit Marcelo. Avec mon argent, ajouta-t-il rapidement. Je souris, réalisant qu'il commençait peut-être à comprendre. Bonne décision. Je me levai et commençai à ramasser les tasses, signalant que notre conversation touchait à sa fin. Marcelo se leva également, l'air un peu incertain de la suite. Tu restes dîner ? Demandai. Puis-je ? Répondit-il avec une hésitation que je n'avais jamais vue auparavant. Bien sûr. Martha avait laissé des lasagnes préparées. Il ne me reste plus qu'à les réchauffer. Oh, pendant que je mettais les lasagnes au four, Marcelo resta dans la cuisine, m'observant d'un air pensif. Tu sais, maman, dit-il au bout d'un moment, je n'avais jamais réalisé à quel point tu avais changé depuis ton arrivée ici. Que veux-tu dire ? Demandai-je en ajustant la température du four. Tu me sembles plus toi-même, plus forte, plus déterminée. En ville, j'avais parfois l'impression de ne jouer qu'un rôle, celui de femme d'affaires, de mère, de bienfaitrice. Ici, on dirait que tu vis enfin pour toi. Ces paroles me surprirent. Je ne m'attendais pas à une observation aussi perspicace de sa part. C'est vrai, ai-je admis. J'ai passé la majeure partie de ma vie d'adulte à être ce que les autres attendaient de moi. Ici, pour la première fois, je suis simplement Luia. Je suis heureux pour toi, a-t-il dit, et cela semblait sincère. Même s'il a fallu un incident avec des chevaux dans le salon pour que je le réalise, je n'ai pas pu m'empêcher de rire, et il s'est joint à moi. C'était un son magnifique. Mère et fils riant ensemble, quelque chose qui ne s'était pas produit depuis longtemps. Nous avons dîné sur la véranda sous un ciel étoilé, parlant de choses insignifiantes. Son travail, mes projets pour la ferme, les livres que nous avions lus récemment. C'était une conversation normale, sans tension ni attente. Juste 2 adultes partageant un moment. Alors qu'il s'apprêtait à partir, il était tard dans la nuit, il m'a surprise en me serrant dans ses bras spontanément, quelque chose que nous n'avions pas partagé depuis des années. « Merci, maman », a-t-il dit près de mon oreille. « Pour la leçon. J'avais besoin d'elle. »« De rien, mon fils, » répondis-je, une émotion inattendue me serrant la gorge. Parfois, l'amour aussi doit être dur. Je l'accompagnai jusqu'à la voiture et restai sur le porche,
regardant les feux arrière disparaître dans l'obscurité du chemin de l'espoir. Ce nom me semblait particulièrement approprié ce soir-là. Je rentrais à la maison, chez moi, mon sanctuaire, ressentant une paix que je n'avais pas connue depuis longtemps. Je savais qu'un seul dîner ne résoudrait pas des décennies de schémas dysfonctionnels. Je savais qu'il y aurait des rechutes, des moments de tension, peut-être même de nouvelles crises, mais quelque chose de fondamental avait changé, une limite avait été établie, un nouveau respect était né. Et moi, Luya Brandao, à 64 ans, j'avais enfin trouvé ma voie. En me préparant à me coucher, je regardais par la fenêtre de ma chambre le ciel étoilé, au-dessus de la ferme Recanto d'Assarara. Demain serait un nouveau jour, le premier d'une longue série dans cette nouvelle étape de ma vie. Une vie où je n'étais plus seulement la mère de Marcelo, l'ancienne gérante, la veuve de Roberto, j'étais simplement Luya, une femme maîtresse de son destin, de son espace et de son cœur. Et ce sentiment, j'ai découvert, valait bien plus que n'importe quel tapis persan. Alors, mes chers, voici comment j'ai transformé un manque de respect en une précieuse leçon, pour mon fils et pour moi-même. Vous savez, à un certain âge, on commence à nous traiter comme si nous étions invisibles ou jetables, comme si nos désirs, notre intimité et notre espace n'avaient plus d'importance. Ça fait mal. C'est profondément douloureux. Après une vie passée à travailler, à élever mon fils seul, après être devenue veuve si jeune, à monter une entreprise de toutes pièces, à sacrifier mes rêves et mes désirs pour lui, je méritais d'être traitée avec dignité. Cet appel de vendredi n'a été que la goutte d'eau qui a fait déborder le vase dans un océan de manque de respect qui s'accumulait depuis des années. J'arrive à la ferme avec ma femme et 10 membres de sa famille. Si ça ne vous plaît pas, retournez en ville. Ces mots m'ont transpercé comme un couteau. Vous tous qui me suivez ici sur la chaîne Vovo-Lambra, savez que je ne suis pas une personne vindicative ou mesquine. Mais à ce moment-là, j'ai décidé qu'il était temps de donner une leçon de respect, de limite, de valorisation de ceux qui ont toujours été à vos côtés. Et quelle meilleure leçon que de montrer ce que c'est que de voir son espace envahi et bafoué. Les chevaux dans le salon, la piscine transformée en petit marais, les matelas empilés au milieu des chambres. Tout avait été soigneusement planifié pour faire bonne impression, mais sans causer de dégâts irréparables. Et ce petit mot? Oh, ce petit mot était mon petit chef-d'œuvre. Une journée de nettoyage dans cette ferme coûte 12 000 $. Cher, certes, mais pas autant qu'une vie entière considérée comme acquise. Le choc sur le visage de Marcelo lorsqu'il a ouvert la porte, l'indignation de Patricia en voyant sa valise de créateur abîmée par l'urine de cheval, le désespoir de toute la famille essayant de comprendre ce qui s'était passé. J'avoue avoir tout observé sur la tablette avec une satisfaction que je n'avais pas ressentie depuis des années. Ce n'était pas de la malveillance, c'était une justice poétique. Et la conversation que nous avons eue ensuite, lorsqu'il est revenu seul. Me retrouver a été un tournant. J'ai vu mon fils me voir vraiment pour la première fois depuis des décennies, non pas comme la mère de la banque, la mère de l'hôtel, la mère domestique, mais comme une personne avec des sentiments, des limites, ayant droit au respect. Merci, maman, pour la leçon. J'en avais besoin. Ces mots valaient plus que des excuses formelles. Je sais que beaucoup d'entre vous se posent la question, mais Madame Luya, cela valait-il le coup de travailler, d'argent dépensé pour le ménage, de risquer de vous aliéner votre fils? Et ma réponse est un oui retentissant, car certaines leçons doivent être dramatiques pour être vraiment apprises. Parce qu'il y a des moments dans la vie où il faut prendre position, sinon on continuera à être bafoué, parce que le respect, s'il n'est pas donné volontairement, doit être exigé. Cette histoire ne parle pas seulement d'une mère donnant une leçon à son fils adulte. Elle parle de nous toutes, femmes mûres, qui sommes souvent mises de côté, traitées comme des personnes commodes uniquement lorsque nous pouvons offrir quelque chose, argent, temps, attention, sans rien recevoir en retour. Il s'agit de dire non quand c'est nécessaire, de fixer des limites claires, d'exiger le respect que nous méritons. Aujourd'hui, ma relation avec Marcelo est différente, pas parfaite. La perfection n'existe pas dans les relations humaines, mais elle est honnête, plus équilibrée. Il appelle avant de venir, demande si cela me convient, respecte mon espace et mon temps. Nos rencontres sont moins fréquentes, mais infiniment plus significatives. Et surtout, j'ai coupé le cordon financier qui nous liait encore de manière dysfonctionnelle, le forçant à vivre pleinement en tant qu'adulte. Quant à Patricia et sa famille, disons qu'ils ne sont pas retournés à la ferme depuis, et honnêtement, ça ne me manque pas. Ma maison est paisible. Mon temps m'appartient. Je peux me réveiller et dormir quand je veux, manger ce que je veux, lire mes livres en toute tranquillité. Les chevaux sont heureux dans leur écurie, même si de temps en temps, ils jettent un regard nostalgique vers la porte d'entrée, comme si le canapé en cuir italien lui manquait. Et moi, Luya Brandao, à 64 ans, j'ai enfin appris qu'il n'est jamais trop tard pour me réinventer, pour fixer des limites, pour exiger le respect. Velis n'est pas une condamnation à l'invisibilité.
C'est une opportunité d'être plus authentique, plus courageux, plus soi-même. S'il y a une chose que je veux que vous reteniez de cette histoire, c'est celle-ci. Quel que soit votre âge, votre sexe ou votre situation familiale, vous méritez le respect. Votre espace vous appartient, votre temps vous appartient, vos choix vous appartiennent. Et s'il faut lâcher 5 chevaux dans le salon pour apprendre cela à quelqu'un, eh bien, faites le nécessaire. Maintenant, mes chers amis qui m'avaient suivi jusqu'ici dans cette histoire, j'ai une demande importante à vous faire. Si cette histoire vous a touché, vous a fait sourire, vous a peut-être même inspiré à réfléchir aux limites de votre vie, aidez cette chaîne à continuer de vous présenter ces histoires vraies et sincères. Cliquez sur le bouton « S'abonner » ci-dessous. C'est gratuit et ça compte beaucoup pour moi. En plus de vous abonner, n'hésitez pas à aimer cette vidéo. Cela permettra à davantage de personnes de découvrir nos histoires. Et n'hésitez pas à partager vos impressions dans les commentaires. Qu'auriez-vous fait à ma place? Avez-vous déjà vécu une situation similaire? Comment fixez-vous des limites avec des membres de votre famille qui les dépassent? Vos commentaires me permettent non seulement de vous connaître, mais aussi de créer cette merveilleuse communauté où nous pouvons partager nos expériences et apprendre les uns des autres. Je lis chaque commentaire et beaucoup d'entre eux deviennent une source d'inspiration pour de nouvelles vidéos. Et si cette histoire vous a vraiment touché, pensez à soutenir la chaîne via Vale de Mai, notre système de dons. C'est comme une tasse de café virtuelle que vous m'offrez, me permettant de continuer à produire du contenu quotidien de qualité, de rémunérer l'équipe qui m'aide à enregistrer et à monter, et de vous proposer des histoires toujours plus intéressantes et bien réalisées. Le lien se trouve dans la description de la vidéo, et chaque geste, aussi petit soit-il, fait une énorme différence. La chaîne Vovo Lambrado existe pour montrer que nos histoires de vie, surtout après 60 ans, ne sont ni moins importantes, ni moins passionnantes, ni moins précieuses. Au contraire, nous portons en nous des décennies d'expérience, d'apprentissage, d'erreurs et de réussites qui peuvent inspirer les jeunes générations. Et pour continuer à partager ces histoires, nous avons besoin de votre soutien. Dans la prochaine vidéo, je vous raconterai comment, à 58 ans, j'ai découvert que mon mari élevait une deuxième famille dans une autre ville et comment j'ai transformé cette découverte bouleversante en une opportunité de libération. Ne la manquez pas. Activez la cloche pour être averti dès sa diffusion. N'oubliez jamais que l'âge n'est qu'un chiffre. Ce qui compte vraiment, c'est la façon dont vous vous positionnez dans le monde, dont vous exigez le respect, dont vous vivez authentiquement. Et si quelqu'un tente de passer outre, vous pouvez toujours compter sur quelques chevaux pour vous donner une leçon mémorable. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'ici. Ici Louis Brandao de la chaîne Vovo Lambro. Nous nous souvenons que nos histoires méritent d'être racontées, entendues et respectées.